Bonjour à vous tous. Un sujet pas banal. La RGPD liée à l'audio. Pour pouvoir nous donner effectivement la bonne compréhension de ce sujet, effectivement, c'est la société Keywords, représentée par Michel. Absolument. Et effectivement, qui va nous évoquer ce point-là. Alors, pourquoi ce sujet-là? Parce qu'effectivement, on était en droit de s'interroger véritablement sur la bonne réglementation par rapport à l'audio. Alors, je pense que Michel, il faut peut-être que tu nous situes le contexte dans lequel on s'inscrit, ta lecture, et je crois qu'on n'est pas là pour être langue de bois, on est là pour dire la réalité et les risques, Oui. et ne pas avoir peur de les aborder. Oui, complètement. Quand on parle RGPD, tout le monde a l'habitude de dire oui, c'est bon, mes juristes ont travaillé sur le RGPD, tout le monde s'est mis en conformité. Ça, c'est quelque chose que l'on entend partout. La difficulté, c'est que dans notre domaine d'activité, la voix est une donnée personnelle et en fait, les gens ne le savent pas. Et le problème que l'on rencontre dans le cadre du RGPD, c'est qu'il s'applique à l'audio. Et il y a un élément qui est commun à l'ensemble de l'industrie des médias, c'est que pour tous leurs produits, chaque fois qu'ils ont quelque chose à réaliser, une publicité ou autre, ils vont faire ce qu'on appelle le casting. On le sait tous, c'est l'action qui consiste à trouver la bonne voix. Et pour faire cette étape de casting, il va se passer deux choses. Il va se passer que l'annonceur va faire appel à une agence, qui va faire appel peut-être à un studio, qui va faire appel à un agent, qui va faire appel même lui-même à un directeur artistique. Tout ce petit monde, à un moment donné, va se réunir et va travailler ensemble. Au même moment, c'est un cas qui est exceptionnel et très unique dans l'ensemble de nos métiers, où plusieurs personnes qui n'appartiennent pas à la même société, voire qui appartiennent à énormément de sociétés différentes, vont travailler ensemble en même temps et vont s'échanger des données personnelles que sont la voix. C'est-à-dire que les studios, les agents, les directeurs artistiques, tout ce petit monde dispose de bases de données, de bases de casting, donc d'éléments biométriques. La voix est une donnée très sensible, c'est une donnée biométrique, et ils vont se les échanger en disant « Ah non, je cherche une voix, je schématise, je cherche une voix un peu plus grave, je cherche une voix, etc. etc. » Et en fait, la difficulté et la problématique qui s'applique, c'est que dans le cadre du RGPD, toutes les entreprises qui travaillent autour de ce casting engagent leurs responsabilités parce qu'elles récupèrent, elles font circuler des bases de données. Et donc, ces échantillons voient. Alors, pour bien comprendre, elle engage ses responsabilités, mais quand on a une chaîne de valeur où on a énormément de maillons et d'intervenants, qui est responsable de quoi? Très bonne question. Dans le cadre du RGPD, tout le monde est co-responsable. Et c'est ça la particularité que l'on rencontre dans cette étape de casting, c'est qu'aujourd'hui, un client final qui reçoit un casting qui vient de lambda est responsable vis-à-vis du RGPD au même titre que l'agent qui a proposé son comédien, que l'ensemble des intermédiaires de la filière qui auront fait circuler cette donnée. Et c'est là où on considère que c'est vraiment un danger caché, parce que d'une manière générale, les équipes juridiques ont l'habitude, toutes les sociétés ont l'habitude de gérer ça. J'ai assez de mal à imaginer qu'une grande marque qui est quand même... peut-être avant cette question-là, est-ce que la grande marque elle-même peut être, je dirais, tenue pour responsable? Absolument. Elle peut être tenue pour responsable. Elle peut être tenue pour responsable dans deux cas. Le premier, c'est qu'elle n'a pas mis en place un traitement correspondant. Elle a récupéré des données personnelles. Si vous dites ça à des juristes de ces grandes marques, ça va leur parler. Ils vont dire oui, effectivement, une fois qu'ils auront compris que la voix est une donnée personnelle, ils vont réaliser qu'ils l'ont récupérée. Et qui dit récolte de données personnelles dit mise en place d'un processus de traitement. Sauf que là, on est dans la production. On n'est pas dans des simples contrats signés par des juristes. On est dans l'organisation de la production. Et là où le RGPD appliqué à l'audio est un réel danger, c'est que la production, par définition, est là pour créer, pas pour être normée. C'est ça qu'on attend d'elle. Et la difficulté, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie méconnaissance de la problématique, tant par les annonceurs que les intermédiaires, que les agents, que les directeurs artistiques, les studios, ce qui fait qu'en fait, ces données circulent en permanence. Et la difficulté opérationnelle, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as
plusieurs entités, plusieurs personnes qui vont travailler en même temps alors qu'elles n'appartiennent pas à la même société et qui doivent mettre en place un processus de traitement qui soit conforme. C'est une des raisons qui explique qu'on parle beaucoup plus de streaming, d'utiliser le streaming que de la livraison de fichiers. Concrètement. Oui, ce qu'il faut juste préciser, en fait, c'est que un service juridique qui met dans un contrat, vous engagez, vous, prestataire de service avec lequel on va travailler, que vous êtes conforme au RGPD, ça ne suffit pas. C'est ça, en fait. Il faut s'assurer de travailler avec des équipes qui sont réellement conformes au RGPD, parce que sinon, on est soi-même, quel que soit le nom de notre marque, en fait, on est co-responsable, comme l'expliquait Michel, et donc, il y a un risque derrière, juridique et même financier, assez important, dès lors qu'on ne s'assure pas que toute la chaîne respecte la réglementation et donc les outils nécessaires pour sécuriser qu'on a bien l'accord du comédien dont on entend l'extrait, qu'on peut bien l'utiliser, qu'on peut bien le partager au sein de notre entreprise, puisqu'en fait, c'est le fond du problème autour de la voix. Alors, donc, on est quand même sur un sujet qui est aujourd'hui qui prend beaucoup d'ampleur, hein, la RGPD. On voit bien donc sur la donnée et la data, hein, qui aujourd'hui fait tant de bruit, hein, sur le plan national, international, mondial. Dans le domaine qui est celui que nous évoquons, j'ai l'impression qu'on ouvre un peu la boîte à Pandore sur un dispositif qui quelque part n'est pas mis en place. Ah, mais c'est exactement Alors, ça. tu me disais, quand on a préparé, tu me disais, écoute, je pense, Dominique, on est au moins 95% ne sont pas conformes. Oui, oui, c'est le cas. Alors, là il faut quand même faire une action, je dirais, corrective majeure. Et alors, comment tu fais pour essayer d'acculturer, d'évangéliser, d'informer, de sensibiliser? Et en quoi Keywords est un moteur de cette action? Alors, est-ce qu'il y a un process attaché? Est-ce qu'il y a un protocole? De quoi parle-t-on? Oui, alors Keywords est vraiment pionnier en la matière puisque ça fait 1 an que l'on a soulevé le problème et l'avons résolu. Tu parlais de l'adaptation l'intégration de cette problématique au niveau des clients finaux. Depuis 1 an, nous communiquons. Nous rencontrons les clients finaux parce qu'en fait, on s'est, nous, dans la même logique, on a compris que quand bien même nous avions fait le travail de mise en conformité RGPD de nos bases de casting, nous-mêmes, Keywords, devenions à risque si notre client, à qui nous envoyons les médias, ne faisait pas le travail de son côté. Nous étions nous-mêmes à risque si un agent avec lequel on travaille, ou des agents, ou des directeurs artistiques n'ont pas fait le boulot. Donc en fait, nous, on a cherché une solution qui était une solution globale, j'ai envie de dire transfrontalière, qui est capable de sécuriser l'entièreté, enfin l'intégralité de la chaîne de production. Alors c'est quoi cette solution ? Alors, c'est une start-up française qui existe. Le groupe a développé la start-up, a déployé une plateforme qui s'appelle Mediartis, qui en fait s'occupe de traiter, elle est présente ici d'ailleurs, qui s'occupe de traiter les médias des studios et de les repartager à qui il faut. Dans le cadre des castings, jusqu'à atteindre le client. Mais au-delà de ça, on a refondu l'intégralité de nos process, c'est-à-dire là où jusqu'à présent on recevait des médias, on avait l'habitude de les envoyer ou de les stocker, etc. On a mis en place un process où nos directeurs artistiques étudient les médias, les valident, les sélectionnent. Ceux que l'on ne prend pas, on ne les garde plus. Et ensuite, ceux que l'on souhaite garder, on les met dans cette plateforme pour effectivement les sécuriser. Et ensuite, les comédiens sont prévenus, ils donnent leur consentement, etc. Ce qui nous permet de penser que plus de 95% des médias aujourd'hui ne le font pas, c'est simplement que les comédiens nous font eux-mêmes le retour et c'est la première fois qu'on en parle. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très général. Après, comme tu le dis, maintenant, les majors de l'industrie en prennent connaissance. C'est quelque chose, on dit toujours c'est franco-français, pardon, c'est européen, mais c'est beaucoup plus large. Le RGPD s'impose quand bien même on reçoit des médias de l'étranger, étrangers venant des États-Unis. À partir du moment où c'est une donnée personnelle et qu'il arrive sur le territoire européen, elle doit aussi être conforme au RGPD. C'est quelque chose d'extrêmement vaste et c'est véritablement un changement de paradigme. Les process sont complètement revus. Et que doivent faire les clients, les intermédiaires ?
se poser la question de savoir s'ils reçoivent des éléments de casting par mail, des éléments physiques ou pas. Mais alors, si on veut mettre un peu de chiffres pour comprendre, on a du risque, et le risque, effectivement, c'est de la valeur économique à un moment ou à un autre. Hein. Donc voilà. Bon, peut-être un peu nous éclairer, quels sont les risques auxquels on peut être confronté, et à quel cost cela peut nous conduire, première chose. Et moi, j'aime bien mettre en parallèle, quand on s'abrite sur des dispositifs tels que les tiens, avec la start-up qu'on a le plaisir de connaître, hein, Mediartis, donc aujourd'hui, ça coûte combien, hein, soyons pratiques. Donc d'un côté, je risque combien, de l'autre côté, ça va me coûter combien? Alors, je ne parlerai pas au nom de la start-up, je parlerai du risque. Je sais que pour les clients finaux, pour les clients finaux, ça ne coûte rien aux dernières nouvelles, en tout cas. C'est le traitement qui coûte de l'argent. Après, sur la notion de risque, pour revenir à ce que tu disais, tu as d'abord le RGPD, tout le monde le sait, c'est jusqu'à 4% du chiffre annuel mondial de chaque entité qui va être mise qui va être exposée. Donc, c'est significatif. L'autre risque, c'est ce que notre DPO délégué à la donnée personnelle dit, c'est surtout l'image de marque. Il y a une société qui était dans les médias, qui s'appelle BuzzFeed, qui a déposé le bilan en 2019 en disant « la CNIL m'a tué ». ER. Oui. Ils ont, à un moment donné, pour X raisons, ils n'ont pas été conformes et la CNIL les a contrôlés. Et le fait que leur nom ait été rendu public fait qu'ils ont perdu tout leur chiffre d'affaires, quand bien même ils avaient corrigé leur conformité. Donc le gros risque, il est autant d'un point de vue financier que sur l'image de marque. Ouais, c'est ça. Dans tes relations clients, aujourd'hui, c'est un principe qui est adopté, il y a besoin encore un petit peu d'explication, de pédagogie, ou c'est assez naturel, je dirais que... C'est un sujet qui se démocratise, qui commence à être de plus en plus familier. Néanmoins, on voit bien, malheureusement, mais il y a un travail d'évangélisation qui est fait par Michel, notamment lors de webinaires et autres, qui explique bien les choses. Voilà, on voit bien que ça avance, mais qu'il y a encore un bon nombre de nos partenaires clients qui n'ont pas saisi la mesure des risques qui étaient évoqués, de risques de chiffre d'affaires, de risques d'image de marque. Et pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, la société qui a déposé le bilan parce qu'elle n'était peut-être pas conforme, ça ne veut pas dire que ses concurrents vers qui se sont tournés d'autres marques l'étaient. Plus. Oui. Malheureusement. Et donc c'est vrai que ce travail qu'on a pu mener nous permet de nous protéger. Alors, et l'évangélisation qu'on fait, comme le disait Michel, comme on est co-responsable, y compris des usages de nos partenaires, on doit bien s'assurer que tout le monde comprend bien les enjeux et a les bonnes pratiques. Alors, pourquoi le sujet n'est pas à la CNIL? Enfin, peut-être c'est stupide, hein, mes propos. Non, c'est une très bonne question. Parce que si la CNIL, donc effectivement, sensibilisait l'ensemble des acteurs à ce sujet-là, j'ai envie de dire, en disant c'est une étape indispensable pour garantir le RGPD, donc dans le domaine de l'audio. Le sujet, il est réglé, il est légiféré. Alors, il y a eu un article qui est sur La Voix qui a été créé qui a circulé sur le site de la CNIL. Je crois que c'était le forum de la CNIL ou quelque chose comme ça. Donc la CNIL a connaissance de la problématique. Mais par exemple, dans le dernier rapport que la CNIL a mis en ligne avant l'été, ils indiquaient que 80% de leurs enquêtes commençaient par des plaintes. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que la CNIL, pour des raisons d'effectifs, va d'abord à l'essentiel, j'ai envie de dire. Après, la CNIL, dans son contrôle, c'était notre avocat Henri Leben qui le citait, la CNIL travaille par corps de métier ou secteur industriel. Absolument. Donc, elle a commencé par les grands noms, le GAFA, etc. De la data, et puis après, ils attaquent secteur, il y a eu la grande distribution. Là, récemment, il y a des docteurs qui ont été condamnés, je crois que c'est il y a un an, à payer une amende pour des raisons lambda. Donc, en fait, ils avancent progressivement. Ce que l'on sait, c'est que tôt ou tard, on ne sait pas quand, le secteur de l'audiovisuel en général, la pub, etc., sera contrôlé et ce critère en fera partie.
Très bien. Ben, écoutez, je crois qu'il est important pour nous donc, de vous sensibiliser sur ce sujet-là. Je sais qu'on aura l'occasion d'en reparler tout prochainement parce que je pense qu'on refera un webinaire d'évangélisation sur ce point. Je pense que c'est un sujet important. La réglementation doit être respectée naturellement et les grandes marques doivent être... Parce que ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on va toucher tout le monde. On touche la marque, et on touche l'ensemble de la filière qui elle-même produit ou coproduit. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Donc, il conviendra effectivement qu'on puisse insister sur ces points-là. Michel, je crois qu'il faudra qu'on se revoie, qu'on réinsiste pour que notre public le plus large le sache. Et merci encore pour apporter cet éclairage sur un sujet qui nous paraît assez loin, mais ô combien il est proche de notre quotidien, de celui des marques et des acteurs de la filière. Merci à vous deux. Merci. Et merci encore pour cette contribution. Merci à toi.